Cette présentation sera faite par moi-même, mais surtout par Romaric, à qui je passerai la main après pour faire la démonstration de toutes ces nouveautés. Je vais démarrer avec l'agenda. Donc, on va voir surtout la nouvelle plateforme, comment elle se présente. Donc la nouvelle plateforme est sortie il y a 1 an et demi maintenant avec la version 2022. Aujourd'hui, la présentation qui sera faite avec la version 2023 et la nouvelle version 2024 sortira cet été. Elle sort toujours avec un peu d'avance sur l'année suivante. Dans ces présentations, vous verrez le nouveau centre d'insertion pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bon, nous avons également un nouveau moteur graphique. Il n'y a pas forcément quelque chose à montrer, mais il y a des améliorations qui seront revues avec Romaric. Un nouveau moteur pour la base de données, également une nouvelle interface qui nous permet de s'affranchir d'avoir Excel, enfin d'avoir les outils Microsoft, on va dire, sur le PC pour faire de l'export. On verra aussi comment associer des QR codes à vos objets codes de réservation. On verra également les nouveautés sur le traitement des câbles, la numérotation des fils, la gestion de la base article avec les nouvelles fenêtres et de la nouvelle plateforme, et la gestion des macros, les macros étant les blocs fonctionnels dans iPlan. Un nouveau moteur graphique 3D qui est vraiment améliorer les performances 3D. Et après, on passera, j'irai à la partie production avec on parlera plus de iPlan Propanel, qui va nous permettre de voir aussi comment on peut récupérer les configurations faites pour les armoires Ital et les récupérer directement dans Propanel pour les insérer dans son projet et faire la liaison avec les machines par la suite. Et puis bien sûr, on verra les aspects production avec Smart Wiring qui est sorti il y a déjà quelques années. Mais aujourd'hui, avec la version 2023, une nouvelle application qui est Smart Mounting pour vous aider à faire l'implantation armoire, enfin aider les monteurs sur l'implantation armoire. Et nous verrons également les applications cloud, avec notamment un focus sur eStock et eManage, que vous détaillera Romaric. Voilà. Je reviendrai sur la fin sur le service que nous pouvons vous apporter. Et nous aurons une session questions-réponses. Donc, je vous invite, vous pouvez poser vos questions via le chat durant la présentation et on y répondra à la fin de la présentation. Voilà, donc je vais laisser maintenant la main à Romaric qui va reprendre la diffusion et qui va vous parler des nouveautés. Bonjour à tous, donc je me présente Romaric Kimembe, donc consultant avant-vente chez iPlan. Donc l'idée c'est de passer en revue les nouveautés de la version, on dirait 2022-2023, un mélange des deux versions et de voir en revue dans les grandes lignes les nouveautés, en sachant que bien sûr que si vous voulez plus de détails sur les nouveautés, vous avez l'aide en ligne où vous avez un peu plus de détails sur les nouveautés de ces deux versions. Donc la première chose qui a changé depuis la version 2022, c'est la nouvelle interface. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on bascule dans une interface complètement nouvelle pour ceux qui connaissent les anciennes versions, versions de 2.9, de 8, etc. Donc, vous avez une nouvelle interface avec une possibilité de pouvoir changer, par exemple, le fond en noir ou en blanc, mais on a une interface, on va dire aujourd'hui, qui se rapproche un peu plus des produits Microsoft, hein, donc Outlook, Word, etc. Donc vous avez des systèmes de rubans qui sont disponibles ici. Donc si on bascule directement dans le logiciel, donc on peut voir ici cette interface. Vous voyez ici que vous avez la nouvelle interface iPlan qui est représenté de cette manière-là. Vous avez également ici la possibilité de rajouter les nouveaux navigateurs. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà, mais c'est assez flexible de pouvoir justement, par exemple, déplacer une fenêtre et de la positionner à l'endroit voulu. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas tant évolué, mais qui est toujours disponible. Donc, le gros changement, on va dire, pour les anciens utilisateurs, c'est vraiment cette nouvelle interface qui permet justement d'avoir, on va dire, cette approche ici avec des différents rubans sur lesquels nous reviendrons plus tard. Alors, si on veut, par exemple, changer le fond, notre fond, par exemple, travailler plutôt sur
sur un fond noir. Donc ici, on peut directement le changer via les réglages. Je peux choisir ici d'avoir un fond, par exemple, beaucoup plus sombre. Et on voit ici qu'on bascule au niveau de l'interface. Voilà, ça met un peu de temps. Vous voyez ici que vous avez un fond un peu plus sombre au niveau de votre interface ici. On voit les différents éléments. Alors, je vais juste remettre mon navigateur ici. Donc, autre chose qui va être important au niveau de cette interface, c'est que vous voyez qu'ici, on a le centre d'insertion, alors sujet sur lequel on va revenir, et également ici, l'aperçu des propriétés, donc qui a été directement associé ici en tant que navigateur. Donc, je peux, alors cet aperçu des propriétés me permet, par exemple, lorsque je viens sélectionner un élément, si je viens, par exemple, sélectionner ce composant, je vois ici toutes mes propriétés qui sont modifiables directement ici, et je peux bien sûr configurer ces propriétés. Vous voyez ici, vous avez une liste prédéfinie qui est configurable. Donc, vous pouvez créer votre liste de propriétés avec un filtre prédéfini pour afficher uniquement les propriétés qui vous intéressent ici. Par exemple, ici, on voit qu'on a accès à la référence. Donc, je vais pouvoir ici aller modifier, par exemple, la référence de mon composant directement via ce navigateur de propriétés. Donc, vous voyez qu'il y a un changement assez significatif au niveau de l'interface. Donc, c'est-à-dire pour les anciens utilisateurs, il va falloir se réhabituer à cette interface qui est toute nouvelle au niveau de l'affichage. Donc, si on revient sur la présentation, j'ai perdu mon diapo. Ok, je vais juste le remettre. Donc ici, voilà, on a évoqué la partie interface. Ensuite, on a justement toute cette partie ruban. Donc vous avez remarqué que dans cette nouvelle interface, on ne travaille plus uniquement avec des menus et des barres d'outils. Maintenant, on va plutôt évoquer tout ce qui est ruban. Donc vous voyez ici qu'on a un certain nombre de rubans qui sont disponibles au niveau plan. Donc ici, on va dire, vous allez voir que tout a été regroupé, on va dire, pour avoir une meilleure facilité pour les utiliser. Dans chaque rubrique, on a essayé de regrouper les éléments qui sont le plus commun. Donc, si on regarde ici au niveau plan, donc vous voyez ici qu'on a dans les rubans qui sont indiqués ici, vous voyez chaque menu a été pensé pour justement regrouper les différents éléments. Dans le menu accueil, on retrouve un peu les fonctions assez standards de copier-coller, de texte, etc. Si je viens dans la partie insertion, donc on a tout ce qui est insertion d'éléments, on va dire, on retrouve ici par exemple les raccordements de symboles, tout ce qui est symboles standards et plans comme les boîtes d'appareils, les boîtes de structure, etc. On va pouvoir gérer également la partie câble, la partie borne, la partie connecteur, texte, et on retrouve également toute la partie graphique avec les cotations et les différents éléments qu'on peut avoir ici, notamment si je veux par exemple faire des imports-exports d'XF ou DW ou insérer par exemple des QR codes. Donc tout ce qu'on va pouvoir insérer, on va le retrouver dans ce menu-là. Dans la partie édition, c'est tout ce qui est justement toutes les fonctions d'édition graphique. On retrouve également les fonctions de groupage qui permet de définir tout ce qui est bloc, etc. On a également la partie affichage où on va pouvoir afficher ou masquer certains éléments. Vous voyez, on retrouve les marques de révision. Donc, c'est-à-dire que tout a été regroupé dans ces différents menus avec les différentes rubriques que vous voyez ici. En bas, sous-composants, donc là, on parle plus de la partie électrique. On retrouve justement des navigateurs de composants, la partie automate, la partie PLC, la partie borne, la partie connecteur et la partie implantation armoire 2D. Au niveau des connexions, c'est tout ce qui va concerner la partie filerie. Donc, on a remis la partie câble dans la filerie, donc on considère que c'est lié aux fileries. La partie connexion, on peut retrouver justement les méthodologies pour numéroter les fils, etc., les points de rupture, topologie et tout ce qui est faisceau de câblage. Sous outils, donc vous allez retrouver tout ce qu'on va pouvoir générer en automatique, par exemple, donc toute la partie génération, également le traitement des messages d'erreur, donc là où vous allez pouvoir gérer, vérifier, afficher, vous voyez, afficher les erreurs et vérifier les messages d'erreur. Donc bon, là, ça met un peu de temps, mais vous voyez qu'on a le tableau des messages d'erreur qui s'affiche en bas et je vais pouvoir assez facilement vérifier les messages d'erreur. On retrouve également la partie traduction, le changement des normes qui est un module mais qui est aussi disponible ici et d'autres fonctionnalités. Alors vous avez des fonctionnalités un peu supplémentaires sur mon poste, notamment parce que j'ai installé les modules Phoenix. Et dans la partie base de données, donc on va retrouver tout ce qui est gestion de base de données, notamment la base article, qui va être intéressant, la partie macro avec le navigateur de macro, et toutes les synchronisations qu'on peut avoir justement avec les données de base qu'on peut avoir sur notre poste, la partie création de cartouches et de formulaires,
même chose pour la partie symbole et tout ce qui concerne la partie 3D pour les contours et les tracés. Donc, si on bascule sur la suite, donc, alors toujours dans cette notion d'interface, donc qui se rapproche de plus en plus de Microsoft, on voit ici que on a une vue qu'on appelle une vue plutôt backstage, c'est-à-dire que si je vais dans le menu fichier, vous voyez que vous retrouvez ici certaines fonctionnalités qui ont été, on va dire, séparées ici. Donc on retrouve toute la partie projet, donc création de projet, ouverture et sauvegarde de projet, on le retrouve ici dans cette partie backstage. Vous allez pouvoir également gérer les fonctions d'impression, donc tout ce qui est impression. Vous voyez qu'on a regroupé certains menus, la partie collaboration, et les fonctions d'import, export ont été aussi définies ici. Donc vous voyez que je vais pouvoir importer un certain nombre d'éléments. Vous voyez qu'on retrouve dans les données de projet tout ce qui est DXF, DW, texte, la partie PLC. Dans la partie espace layout, c'est tout ce qui est fonction step, les données de base également qu'on peut importer, et les données de fabrication qu'on peut également importer. Et dans la partie export, même principe, hein, vous retrouvez les exports PDF, DXF, projet ici. On va pouvoir exporter la fonction traiter les propriétés en externe qu'on retrouve ici, la liste des mots manquants pour la traduction, et les fonctions PLC et les composants. Vous voyez qu'on a la même chose pour les espaces layout, pour les données de base, pour la partie données de fabrication pour créer nos étiquettes, la partie usinage qu'on va utiliser un peu plus tard pour le lien avec les machines à commande numérique, pareil pour la partie filerie, la partie équipement également, et la partie câblage, on va pouvoir envoyer vers Smart Wiring, et ici on va pouvoir envoyer vers Smart Production, donc des fonctions qu'on reverra plus tard. Et sous extra, vous voyez qu'on retrouve quand même la possibilité de pouvoir créer un projet de base. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir créer un projet de base dans Replan, donc c'est le fichier avec l'extension ZW9, donc l'extension EPT a disparu. Donc aujourd'hui, le projet de base, ça n'est plus que le ZW9, donc on n'a plus la notion de EPT, ce qui existait avant. On a également la possibilité de gérer tout ce qui est restauration des données de base, les messages système, etc. Et bien sûr, vous retrouvez dans ce backstage les réglages. Donc ici, si vous voulez accéder à tous les réglages du plan, vous retrouvez également l'aide en ligne et la possibilité de quitter. Donc, au niveau de l'ouverture d'un projet, vous voyez qu'ici on a la fonction sauvegarder, on n'a plus la fonction restaurer, parce qu'aujourd'hui, pour restaurer un projet, lorsque vous ouvrez un projet ici, dans les possibilités que vous avez ici le fichier ZW1. Donc, vous n'avez plus besoin de restaurer un ZW1, vous avez juste à l'ouvrir, il va se restaurer automatiquement sous ePlan. Donc, plus besoin d'aller utiliser la fonction restaurer pour pouvoir sélectionner un ZW1, vous l'ouvrez comme vous ouvrez un simple projet. Donc, ça, c'est le principe au niveau de ce backstage. Alors, tant qu'on y est, on a aussi également toute la partie propriété. Vous voyez ici qu'on retrouve ici les différentes propriétés d'un projet, c'est-à-dire que dès que je viens ouvrir un projet, on voit ici les derniers projets ouverts, donc on a la liste de tous les projets ouverts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici les différents projets que j'ai ouverts aujourd'hui et ce que j'ai ouvert un peu plus anciennement. On a la possibilité de venir épingler un projet ici pour le mettre, vous voyez, tout en haut. Donc je dis voilà, ce projet-là, je sais que je vais devoir le rouvrir, je le mets ici en épinglé. Et ce qui est intéressant également au niveau des propriétés de projet, c'est qu'on a accès ici on va dire aux propriétés du projet. C'est-à-dire que sans devoir aller ouvrir un projet, on peut avoir accès aux différentes propriétés de projets qui sont disponibles ici. Donc vous retrouvez ici dans ces nouveautés la possibilité de pouvoir y avoir accès directement avec cette partie backstage. Donc voilà un peu sur la partie interface, on va dire votre partie interface. Donc c'est vraiment le gros changement au niveau de la version 2022-2023. Donc, si je reviens par exemple sur la partie ruban, alors il faut comprendre que on a cette notion de ruban avec des menus et des rubriques. Bien sûr qu'il est possible de configurer vos rubans, donc de pouvoir créer vos propres réglages, hein, vos propres menus, donc de pouvoir configurer vos espaces de travail, hein, tel qu'on pouvait le faire dans les anciennes versions. Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de configurer, de personnaliser le ruban et de personnaliser également ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide, qui est une barre d'outils que vous avez tout en haut aussi. Donc, vous pouvez aussi configurer cette barre d'outils pour y ajouter des fonctionnalités pour éviter justement de devoir aller, par exemple, sous fichier dans le backstage pour pouvoir utiliser ces données-là. Donc, ça, c'est les possibilités que vous avez au niveau de l'interface. Donc, l'interface a été vraiment améliorée, a été vraiment adaptée
par rapport aux outils Microsoft que tout le monde utilise. Donc, l'idée, c'est de vous habituer à cette interface-là. Ensuite, on passe à la nouveauté, le centre d'insertion. Alors, qu'est-ce que le centre d'insertion? Le centre d'insertion, c'est une nouveauté qui va être très importante au niveau plan, c'est-à-dire que si je vais sur un folio, alors on va aller ouvrir une page de schéma par exemple. Donc ici, vous retrouvez ici, pour tout ce qui est insertion de symboles, de macros et d'articles, donc on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le centre d'insertion, donc que vous retrouvez ici. C'est-à-dire que si je veux moi aller chercher un symbole, vous voyez que si je bascule dans la rubrique symbole, je retrouve ici la liste de toutes les bibliothèques de symboles de mon projet. Donc je peux aller par exemple sur la bibliothèque IEC et je choisis ici le symbole qui m'intéresse. Vous voyez qu'on bascule dans les fonctions, je viens choisir un disjoncteur par exemple. Donc ici on voit, on sélectionne un symbole, on a un tableau ici qui retrouve ici toute la liste de mes symboles. Donc je peux faire le choix soit dans ce tableau, soit directement dans le visuel. Le chiffre qu'on voit apparaître ici, c'est le nombre de variantes. Donc je vois que j'ai 8 variantes sur ce symbole-là. Et donc lorsque je viens le sélectionner, celui-ci se retrouve accroché à mon curseur. Donc c'est-à-dire que là, une des nouveautés de la version 2022-2023, c'est vraiment l'utilisation du centre d'insertion. Donc on va pouvoir travailler avec le centre d'insertion pour aller chercher les éléments. Et donc on bascule lorsqu'on est dans la bibliothèque des symboles, on bascule entre les différentes fonctions. Je peux revenir bien sûr en arrière ici, hein. Vous voyez qu'on a la possibilité de revenir en arrière ou de revenir à l'accueil. On peut également voir les derniers éléments utilisés. Donc vous voyez ici qu'on voit tous les éléments que j'ai dernièrement utilisés. Donc on peut aller réinsérer des éléments que j'avais déjà utilisés dans le centre d'insertion. Si je veux aller chercher une macro, même principe, hein, je viens sur la partie macro et on va retrouver ici tout ce qui est macro. Vous voyez, donc avec mon répertoire de macros correspondant bien sûr aux réglages que j'ai définis au niveau de mes réglages utilisateurs. Et donc, je peux aller chercher une macro de la même manière ici, comme on a pu faire avec le centre d'insertion. Vous voyez que je viens basculer ici et je viens chercher un bloc, une macro directement qui va être celle-ci accrochée à mon curseur. Donc, on a également la même chose pour les appareils, hein. Donc, dès que je viens sélectionner la fonction appareil, je bascule sur ma base, au niveau de ma base article. Donc, la base article qui a été paramétrée sur le plan, vous voyez, on retrouve fluide, mécanique, non défini, électrotechnique. Et donc, même principe, je peux aller chercher directement une référence ici, dispositif de protection, disjoncteur protecteur en hauteur, par exemple. Si je prends un disjoncteur et je viens placer, par exemple, l'élément qui m'intéresse, qui sera directement accroché à mon curseur. Donc, ça, c'est la nouvelle méthodologie pour aller insérer à la fois des symboles, des macros, et des appareils. Ce qui va être intéressant ici, c'est que justement, lorsque j'ai besoin d'aller chercher un élément, je peux directement le rechercher via le centre d'insertion. Par exemple, je veux chercher LC1 D09. Vous voyez, donc, alors, je peux chercher LC1 D09. Donc, si je laisse tel quel, il va le chercher à la fois dans les symboles, dans les appareils et dans les macros. Bien sûr que je peux faire une recherche beaucoup plus ciblée. Vous voyez que j'ai le choix de chercher soit sur tout, soit sur les symboles, soit sur les appareils, soit uniquement dans les macros. Donc, vous voyez que le terme LC1 D09, dès que je le saisis, lui, E-Plan, il va le chercher dans les 3 rubriques, hein, donc à la fois dans les symboles, dans les appareils et dans les macros. Et donc, il va me proposer ce qu'il a trouvé qui commence où il y a le terme LC1 D09. Vous voyez que dans les symboles, il ne m'a rien trouvé. Dans les appareils, il m'en a trouvé 21. Et dans les macros, il m'en a trouvé 9. Et donc, je viens choisir ici celui qui m'intéresse et je peux le sélectionner directement ici. Vous voyez qu'on voit l'élément. On retrouve également dans le tableau les différents éléments. Alors, ce qui est intéressant avec ce tableau, qui est une nouveauté assez intéressante, c'est que lorsque je viens regarder dans ce tableau, j'ai la possibilité d'aller ouvrir les liens hypertextes de mon article et de voir, par exemple, les documents externes ou les images. Vous voyez, donc, je peux ouvrir un certain nombre d'éléments liés à l'appareil que j'ai sélectionné ici. Je peux ouvrir les documents externes sélectionnés et ainsi de suite. Donc, c'est là où ça va être assez intéressant, l'utilisation de ce centre d'insertion pour les appareils justement. Et dans la fonction de recherche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir choisir où est-ce qu'on va rechercher pour ne pas que ça mette trop de temps au niveau de la recherche. Autre fonction qui va être intéressante ici, c'est on a la possibilité de créer des favoris, c'est-à-dire que je peux mettre des éléments en favoris pour les éléments que j'utilise le plus souvent. Vous voyez qu'ici, moi, dans mes favoris, j'ai mis des disjoncteurs, des moteurs, etc. Donc, au lieu d'aller rechercher dans ma bibliothèque de symboles ou dans mes appareils des éléments, ben, je viens directement les choisir ici dans mes favoris et je viens le sélectionner. Alors, vous voyez, et je viens le positionner. Alors, comment créer un élément favori, par exemple, hein, si je vais dans ma partie symbole,
je viens dans la bibliothèque de symboles, je dis par exemple, tiens, cette borne-là, je vais la mettre en favori, j'ai juste à venir sélectionner ici l'étoile, et donc là, il rajoute dans la liste de mes favoris tous ces éléments-là. Donc si je retourne dans mes favoris, je vais retrouver ici tous les favoris que j'ai directement associés. Donc si je vais les retirer, je peux bien sûr les retirer. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très très intéressant, de pouvoir justement associer des éléments en favori. Ensuite, on a également la possibilité de gérer tout ce qui est balises. Alors, les balises, c'est encore beaucoup plus intéressant parce qu'ici, vous avez la possibilité de pouvoir créer, regrouper certains éléments sous forme de balises en lui donnant un nom. Vous voyez que moi, j'ai plusieurs balises sur mon poste. J'ai une balise qui s'appelle Dep Mode où j'ai mis uniquement des symboles. J'ai une balise Départ moteur où j'ai positionné des macros, ELEC, etc. Donc, ça veut dire que les balises, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que si je viens, par exemple, je vous montre un exemple assez rapidement. Si je vais dans mes appareils, je viens dans électrotechnique, par exemple, on va aller dans pièces détachées, dispositifs de protection. Bon, je prends des références au hasard, je me dis, tiens, celui-là, je voudrais le mettre dans une balise que je vais appeler fusible, par exemple. Ouais, donc je crée une balise qui s'appelle fusible, donc il a été enregistré dans la balise fusible. Donc si un autre appareil, je vais le mettre dans la même balise, vous voyez, je donne le même nom, et donc là, j'ai créé une nouvelle balise qui s'appelle ici fusible, qu'on retrouve ici, donc je peux placer mes appareils assez facilement. Donc ce qui vous permet de pouvoir ranger les éléments à la fois dans des favoris ou dans des balises pour vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez pouvoir réaliser vos schémas électriques. Okay, donc c'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite au niveau des plans. Donc là, un exemple, si je prends par exemple cette balise-là, vous voyez, j'ai une macro ici que je peux positionner assez simplement directement sur le plan avec les objets code de réservation. Et donc là, voilà une des nouveautés de la version 2022-2023 qui nous permet justement de gagner du temps à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on a toute la partie. Alors, donc là, on a vu vraiment la notion graphique, la notion graphique, on va dire, au niveau plan, à la fois au niveau de l'interface, au niveau des insertions, donc les nouveautés qu'on peut avoir au niveau de nos insertions. Alors, quelque chose qui a également évolué au niveau plan, c'est la notion de base de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, anciennement sous Ziplan, on travaillait beaucoup avec les bases de données Access. Donc tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire que si je vais voir dans mes réglages, si je vais par exemple dans mes réglages Ziplan, donc on commence par exemple par la traduction. Vous voyez qu'ici, au niveau de mon dictionnaire, la base de données Access a disparu. Donc aujourd'hui, vous avez une base de données propre à ePlan. Donc vous pouvez travailler directement avec un fichier .db, donc qui est un fichier propre à ePlan, qui vous permet justement de stocker vos bases de données au format ePlan. Bien sûr, par rapport aux anciennes bases de données, on peut exporter et réimporter dans cette base de données avec l'extension .db. Donc ça veut dire que la base Access a complètement disparu d'ePlan, et vous avez toujours bien sûr la possibilité d'utiliser une base SQL au niveau de vos données. Donc ça n'a pas changé, mais par contre, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser un fichier propre à ePlan. On a la même chose pour la partie base de données de projet, donc ici qu'on retrouve dans la partie projet. Vous voyez ici, vous avez également un fichier avec l'extension .db, donc même principe, donc c'est-à-dire que la base de données Access a disparu. Maintenant, on va pouvoir utiliser la base de données .db, donc ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de ne plus être lié justement à des versions Microsoft qui nous posaient des problèmes lorsqu'on ne pouvait pas utiliser tout ce qui est SQL. Et on a également la même chose pour la partie article, c'est-à-dire que dans la gestion de nos articles, gestion de nos articles ici, vous voyez qu'on a maintenant un format propre ePlan qui est un format ALK. Donc, vous n'avez plus la base Access, vous avez toujours ePlan, SQL, API, collection de e-stock, on y reviendra plus tard, mais vous voyez ici, vous avez un format ALK, donc qui permet justement d'avoir un format propre ePlan. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut résumer avec la partie base de données, c'est que tout ce qui est notion Access a complètement disparu. Donc, ce qui nous posait parfois pas mal de problèmes chez certains clients qui ne pouvaient pas se connecter par rapport à la version Access, donc on était soumis, on va dire, aux versions Microsoft. Aujourd'hui, vous avez des formats propres ePlan ou la version SQL qui est toujours disponible au niveau ePlan. Au niveau de la base de données, on y reviendra un peu la base article, on y reviendra un peu plus tard, c'est que la partie SQL a un peu évolué, a beaucoup évolué, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, enfin, si vous ouvrez
une base article SQL faite d'une ancienne version, il va falloir la convertir avec la version 2022, voire 2023. Et donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la même base de données pour d'anciennes versions. Donc, il faudra faire attention lorsque vous allez basculer d'une version à une autre, d'être bien sûr de pouvoir exporter les données dans la nouvelle version. Ou si vous décidez de basculer tout dans la nouvelle version, ben, il faut vous dire que cette base article, vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'anciennes versions car la configuration du SQL a complètement changé au niveau de la base article. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la base article. Les deux autres bases ne posent pas de problème. Donc voilà sur la notion base de données. On a également une nouveauté sur la partie Excel. Alors, c'est pas très visible, mais aujourd'hui, on va dire, Eplans a décidé de ne plus être forcément lié à Microsoft Excel, on va dire, pour pouvoir exporter toutes les données. On peut utiliser justement les outils gratuits de OpenOffice qui nous permettent justement de pouvoir de pouvoir se connecter, utiliser directement les éléments OpenOffice. Alors, c'est pas très visible, hein, c'est-à-dire que lorsque vous allez exporter, par exemple, si je prends un projet, lorsque je vais exporter des données en Excel, donc on n'est plus obligé d'avoir Microsoft Excel installé, puisqu'aujourd'hui, on a des outils gratuits, et donc Eplans utilise ces outils gratuits pour pouvoir exporter des données au format Excel. Donc, vous voyez que ça va assez vite, et il nous ouvre automatiquement Microsoft Excel pour pouvoir faire toutes vos exportations vers Excel. Alors, une nouveauté qui est assez intéressante, c'est au niveau du QR code. Donc, on sait que dans Eplans, on a la possibilité de venir insérer un QR code. Hein. Donc, on voit ici dans la fonction insérer, vous avez ici la possibilité de venir insérer un QR code. La nouveauté qui a été ajoutée ici, c'est de pouvoir, avec l'objet code de réservation, d'avoir la possibilité de faire varier votre QR code. Vous voyez que là, actuellement, je suis avec un QR code Siemens. Je peux assez facilement, via l'objet code de réservation, dire ben non, je veux un QR code qui m'envoie vers Eplans, par exemple. Et automatiquement, vous voyez que le QR code change. Si je dis non, finalement, je voudrais avoir un QR code qui va, par exemple, vers Rockwell, et automatiquement, celui-ci change. Donc, ça veut dire que c'est une des nouveautés qui peut être intéressante lorsque vous utilisez les QR codes, de pouvoir changer le QR code via l'objet code de réservation. Donc, ça veut dire que l'objet code de réservation nous permet également de pouvoir modifier votre QR code. On a également une nouveauté concernant les câbles. Alors, au niveau de la gestion de vos câbles, c'est-à-dire qu'ici, je prends par exemple un schéma, on retrouve ici donc plusieurs câbles sélectionnés. Donc, si je viens sélectionner par exemple ce câble-là, le WZ1, donc j'ai la possibilité, lorsque je vais sous connexion, je peux maintenant éditer le câble. Vous voyez que l'interface de l'édition de câble a évolué, et donc il nous donne plus de possibilités. On a une interface graphique beaucoup plus aboutie, donc on retrouve différentes possibilités, un visuel assez abouti ici, et donc on va pouvoir modifier par exemple la référence de mon câble. Donc, vous voyez que je peux directement basculer dans ma base pour changer la référence. Je peux changer directement dans cette édition la longueur de mon câble. Je peux trier ici mes brins. Je peux également ici rajouter différentes fonctionnalités. Vous voyez, je peux rentrer dans les propriétés de mon câble, donc faire des modifications au niveau de mon brin. Je peux bien sûr configurer les propriétés qui sont ici, donc rajouter d'autres informations au niveau de mon câble. Donc, vous voyez que l'édition de vos câbles a énormément évolué, donc qui se rapproche un peu de l'édition qu'on a sur les bornés, où on va pouvoir traiter un câble, faire des modifications assez rapidement au niveau de votre édition de câble que vous avez ici. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui vous permet de pouvoir faire des modifications au niveau Eplans. Donc ça, c'est une des nouveautés, voilà, qu'on a sur la partie câblage. Autre nouveauté, c'est sur la partie filerie. Alors, sur la partie filerie, on a, on va dire, dans les réglages, quelques nouveautés assez intéressantes. Donc, si on regarde, par exemple, ici, on va dire que lorsqu'on lançait une numérotation des fils avec Eplans, si on ne voulait pas numéroter, par exemple, certains potentiels, hein, les potentiels, par exemple N et PE, nous étions obligés de le définir dans nos réglages. Alors, une modification qui a été faite à ce niveau-là, donc si je viens par exemple ici, que je veux lancer par exemple une numérotation, vous avez la possibilité, alors si je vais vérifier dans mes réglages, vous voyez dans ce réglage-là, vous voyez, vous avez la possibilité de venir ici, type de potentiel, de dire voilà, je ne veux pas numéroter ces deux types de potentiels. Alors pour l'instant, dans mon exemple, par exemple, je vais les garder cochés, hein, je dis voilà, mes deux potentiels, je vais les numéroter. Donc lorsque je viens valider ici,
cette fonction-là, vous voyez, on va juste numéroter les éléments sélectionnés. On voit ici que la numérotation, elle se fait à la fois sur le N et le PE. Donc maintenant, grâce à la nouveauté qui a été ajoutée ici, si je retourne dans ma fonction numérotée, donc dans mes réglages, j'ai la possibilité de dire non, le N et le PE, je ne veux pas les numéroter. Ouais, alors, bien sûr qu'il faut d'abord que j'efface les numéros, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc là, on n'a pas de numéro, donc je viens ici, je lance une numérotation, et là, dans les réglages, je lui définis que je ne veux ni numéroter le N et le PE. Ouais, les deux potentiels ne doivent pas être numérotés. OK. Et donc là, on remarque automatiquement que les deux ne sont pas numérotés alors que tout le reste a été numéroté. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, qui nous évite de devoir l'intégrer dans nos réglages de numérotation, de dire tel potentiel, je ne veux pas le numéroter, etc. On sait qu'on peut gérer la numérotation des fils par rapport à certains potentiels qui doivent être numérotés ou pas. D'accord ? Autre fonction qui peut être intéressante ici, à ce niveau-là, alors toujours dans les réglages, hein, assez rapidement, si je retourne dans mes réglages ici, au niveau de mon affichage, vous avez ici cette case « Utiliser les valeurs par défaut ». Donc la fonction « Utiliser les valeurs par défaut » nous permet de pouvoir utiliser au niveau de l'affichage, lorsque je vais lancer ma numérotation. Vous voyez que lorsqu'on vient par exemple sur un fil ici, au niveau de notre affichage, on a ici, défini par l'utilisateur, mais on a le réglage par défaut. Donc ça veut dire que au niveau de mon affichage, lorsque je vais lancer ma numérotation, lui va dire, OK, je vais numéroter, mais je vais reprendre l'affichage par défaut. Par exemple, si j'avais mis des éléments en invisible ou autre, il va reprendre cet affichage-là. Donc, ce qui nous permet de dire, voilà, à chaque fois que je vais lancer ma numérotation, reprends-moi mon affichage par défaut au lieu de prendre le dernier affichage qui a été sélectionné. Okay, donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Autre point, autre nouveauté ici qu'on peut remarquer, c'est au niveau de la propagation du potentiel au niveau des bornes. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai un raccordement de potentiel ici, qu'on appelle GND. Donc ici, on peut dire qu'on a une barre de terre. Et ici, on a défini ici une couleur, un potentiel, on va dire en couleur vert. Et on voit qu'on a un bornier, X1001 avec des bornes PE. D'accord? Donc on a 3 bornes PE ici. Et donc l'idée, c'est de dire, moi, je voudrais propager le potentiel à ce niveau-là. Donc, jusqu'à présent, il fallait qu'on vienne redéfinir le potentiel sur ces connexions-là. Donc, en sachant que cette borne-là, elle a été mise en borne PE. Donc, il me suffit de venir changer directement ici la fonction de cette borne-là, donc de la passer en borne PE, par exemple. Et on remarque ici qu'automatiquement, que le potentiel a été propagé. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire ça, c'est une nouveauté sur les bornes. C'est-à-dire que si on définit sur le même bornier la même fonction ici, on voit ici que comme c'est la même fonction, c'est que ici, vous voyez que le potentiel est transmis directement au niveau de ces bornes-là, donc de ces bornes PE-là. Donc ça, c'est une des nouveautés qui a été apportée au niveau de la version 2023, donc qui peut être intéressante pour pouvoir propager le potentiel, on va dire, sur les bornes de terre qui sont liées à une barre de terre, par exemple. Donc on a vu sur la partie schématique, alors on va rebasculer sur les bases de données, notamment ce qui va être intéressant ici, c'est la partie gestion des articles. C'est-à-dire que vous allez comprendre ici. Alors, première chose, lorsqu'on bascule dans le menu de données de base, au niveau de la gestion de nos articles, on voit ici que on peut, sans rentrer dans la base article, on peut directement avoir accès aux réglages ici. Vous voyez, j'ai un accès direct à mes réglages e-plan, et donc je peux venir valider le réglage de ma base article, notamment choisir ma base article, notamment ici, vous voyez que moi je travaille avec un fichier ALK, je peux bien sûr paramétrer du SQL et ainsi de suite, et faire mes différents réglages directement sans ouvrir la base article. Alors si on bascule dans la base article, vous allez voir que l'affichage de la base article a complètement évolué. Donc vous voyez qu'ici qu'on a un affichage, alors au niveau de l'arborescence, on a à peu près pareil, on a une arborescence ici, on a tous nos articles, on retrouve ici, lorsqu'on met sur article, ben, on a le nombre d'articles, le nombre de variantes, etc. Donc ça c'est intéressant. Et donc si je vais par exemple sur un article donné, vous voyez que là, je viens sélectionner un article, au niveau de mon affichage, de mon aperçu, je peux définir des propriétés ici qui vont être visibles dès que je viens sélectionner un article. Donc tout ça, c'est modifiable. Vous avez un bouton à 3 petits points qui vous permet de modifier, entre guillemets ici, les différentes propriétés qu'on va voir lorsqu'on sélectionne un article. On peut avoir une image, bien sûr, si l'image a été associée. Et vous voyez qu'ici, on a beaucoup moins d'onglets qu'on avait avant.
car tous ces onglets-là, vous les retrouvez ici sous propriété. Donc, on retrouve ici les différents onglets. On peut s'afficher soit sous forme d'arborescence, sous forme de liste. On peut afficher toutes les propriétés ou uniquement les propriétés remplies. Vous voyez, donc vous avez plusieurs choix ici. Et donc, si je me remets sous forme d'arborescence, on retrouve ici les différentes rubriques. La partie branche, caractéristiques techniques, certification, documents, données, etc. Donc, ça veut dire que la configuration de la base article a été améliorée, et est beaucoup plus configurable. C'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de venir afficher les propriétés dont vous avez besoin ici pour pouvoir les voir apparaître au niveau des plans. Donc ici, on voit ici la liste de toutes les propriétés dont on a besoin. Vous voyez ici, si on affiche que un certain nombre de propriétés, on peut les afficher. On peut même prédéfinir ici les propriétés qu'on veut voir dans la partie aperçu ou dans la partie, vous voyez ici, je peux dire dans la partie macro, générale. Donc on peut créer différentes rubriques ici. Tiens, dans macro, je veux voir que ça, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est configurable. Je peux créer ici différents filtres, on va dire différents schémas pour dire je veux voir telle ou telle propriété s'afficher. Donc ça veut dire que la gestion de la base article a été bien améliorée. Ici, on retrouve les propriétés définies par l'utilisateur, donc qui sont toujours disponibles, le modèle de fonction, les accessoires, les fabrications, etc. Donc ça, c'est une des nouveautés au niveau de la base article. Ce qui a changé également, c'est que vous avez la possibilité, alors ça existait déjà avant, de pouvoir créer des nouvelles variantes d'articles, sauf que les variantes d'articles maintenant comprennent plus de propriétés, donc comprennent quasiment toutes les propriétés. Donc je peux avoir 2 articles identiques, mais avec une deuxième variante, mais avec des propriétés complètement différentes, sauf le numéro d'article, bien sûr. Donc ça veut dire que le code ERP peut être différent et d'autres propriétés peuvent être différents. Autre point sur la base article qui va être intéressant, c'est que vous avez la possibilité, alors vous avez la fonction import-export qui est toujours disponible, sauf que au niveau de l'import ou de l'export, ça a été assez réduit puisque on ne travaille uniquement avec des formats EDZ, VDMA ou XML ou des formats e-class, donc le format CSV a été supprimé. Et pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'utiliser la fonction ici, traiter les propriétés en externe. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que je peux sélectionner différentes références de ma base article ici. Par exemple, je vais chercher, je vais en prendre quelques-uns. Voilà, je prends par exemple ces 3 références et je peux demander à Eplan, OK, ces références-là, je veux que tu me les exportes avec la fonction traiter les propriétés en externe. Alors, vous voyez que j'ai quelques exemples que j'avais fait avec certains clients ici. Donc ici, on peut choisir quelles sont les propriétés que je veux exporter de ma base article dans un fichier Excel pour les modifier. Vous voyez, j'ai choisi la référence, numéro de commande, numéro RP, la largeur, la hauteur, la profondeur, etc., etc. Donc, on peut même gérer tout ce qui est modèle de fonction. Vous voyez, vous pouvez choisir vraiment toutes les propriétés que vous avez besoin d'exporter. Et donc là, c'est vraiment la fonction de traiter les propriétés en externe. Je lui dis, voilà, je veux exporter ces données-là et automatiquement, que fait Eplan? Il va me traiter les différentes données et il m'ouvre ici mes articles. Alors, voilà, je n'ai pas de code ERP, vous voyez, je n'ai pas de code ERP, je viens rajouter mon code ERP ici, ERP 100 par exemple. Donc là, on est sur Excel, donc je viens ici compléter les différents. Je peux changer d'autres informations. Vous voyez qu'on est dans un fichier Excel. Une fois que ce fichier Excel a été modifié, vous voyez que c'est exactement la même fonction. Ici, je dis que je vais tout remettre sur Eplan et vous voyez qu'on retrouve ici que les éléments ont été rajoutés avec le code ERP qui a été modifié sur ces articles-là. Donc ça, c'est une nouveauté qui est très, très intéressante au niveau de la gestion des articles. Autre fonctionnalité qui a été rajoutée dans la gestion des articles, c'est au niveau des macros. C'est-à-dire que si je reviens ici, je viens chercher, par exemple, nous sommes dans la rubrique macro ici. Si je regarde macro, hop. Alors je peux rechercher directement macro, ça va être plus simple. Vous voyez que dans les macros, alors je pense que je suis dans les propriétés. Voilà. Donc, vous voyez ici que dans les macros, on a beaucoup plus de champs sur les macros. Donc, Eplan vous permet maintenant sur un article donné d'avoir une représentation de la macro selon la norme. Vous voyez, je peux avoir pour la même référence une représentation différente, que ce soit en IEC ou en UL, par exemple. C'est-à-dire que je suis en norme IEC ou en norme NFPA, je peux avoir une macro différente. Donc avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, j'ai le même article, mais j'ai une macro différente. Donc je peux le paramétrer ici dans ma base article pour un réglage lié au macro ou un réglage lié à une entreprise. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de vous dire, voilà, macro de schéma de connexion pour la norme
d'entreprise. Donc, je dis, voilà, j'ai le macro pour GM, pour ePlan, pour Rockwell, etc., etc. Et donc, je peux avoir différentes macros, différentes représentations, pardon, pour la même référence. Donc, comment on peut le caractériser? Par exemple, si je vais dans un schéma, alors, je vais ouvrir une page de schéma. Je prends un exemple ici. Vous voyez, moi, j'ai un projet US ici. Donc, j'ouvre une page de schéma de mon projet US ici. Donc, suivez bien d'ouvrir. Et dans mes favoris, j'ai une référence ici. Vous voyez, j'ai cette référence. Donc, cette référence, lorsque je vais l'insérer dans un projet US, il me ramène la représentation correspondante. Vous voyez, il me pose cette représentation-là. D'accord? Si je vais dans un autre projet, par exemple ici, que j'ai défini en IEC, donc, pareil, j'ouvre la même référence. Vous voyez ici, je viens sélectionner la même référence. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La représentation est différente. Donc, vous voyez qu'on a la même référence, mais avec deux macros différentes selon le type de projet. Est-ce que je travaille dans un projet en norme UL ou je travaille avec un projet en norme US? Vous voyez? Donc ça, on va dire, c'est des choses qui sont réglables au niveau de votre projet. C'est-à-dire que si je vais dans les réglages de mon projet ici, vous voyez, hein, ici, je retrouve mes deux projets. Donc, si je vais par exemple dans le projet ici, donc sous gestion générale, ici, je retrouve mon général, et vous voyez qu'on a paramétré ici que ce projet-là, il travaille en norme NFPA pouce. Donc, en fonction de ce réglage-là, ePlan, que fait ePlan? Il va me chercher la macro correspondante qui a été définie dans ma base article. Et donc, dans mon projet IEC, si on vérifie la même chose dans le projet IEC, on remarque ici qu'on a dit que on travaille en IEC. Et donc, automatiquement, il va aller chercher la bonne représentation. Donc, on a le choix. Soit c'est la norme, soit c'est l'entreprise. Vous voyez, on peut définir une entreprise pour tel ou tel projet. Je travaille avec GM, je travaille avec telle ou telle entreprise. Et donc, ePlan va aller chercher automatiquement la macro qui va bien. Ok. Romaric, avant de passer à la suite, juste une question, parce que après c'est un petit peu différent. Est-il possible de traiter les propriétés en externe des articles via un fichier texte? Non. Oui, on pourrait le faire via un fichier texte, hein. Juste, je reviens sur dans la base article, hein. La question, c'est plutôt dans la base article. C'est-à-dire qu'ici, quand vous faites traiter les propriétés en externe, moi, je l'ai fait sur Excel. Mais ici, quand vous créez votre réglage, vous avez plusieurs choix, hein. Texte, XML ou Excel. En général, c'est Excel ou texte avec tabulateur. Donc, cette fonction-là, elle est disponible en texte ou autre, hein. C'est pas forcément du Excel, même si ce qui est le plus souvent demandé, c'est les fichiers Excel. D'autres questions? Ok, ok, je monte juste le menu alors. Alors, on parlait de l'ergonomie 3D. Alors, c'est pas vraiment, enfin, il n'y a pas grand-chose en termes de nouveautés. C'est vraiment que vous montrer que depuis la version 2023, on n'a plus tous ces problèmes de lenteur au niveau de la 3D. C'est-à-dire que l'outil 3D Plan a été vraiment amélioré pour que lorsque vous avez des armoires, on va dire, vous avez beaucoup d'armoires ou des éléments assez lourds, vous voyez que on a toujours la capacité de les modifier assez simplement. Donc, on a amélioré cet outil 3D pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Un point qui est très important toujours au niveau de la production, pour les personnes qui utilisent des machines à commande numérique de chez Rital, vous avez maintenant la possibilité dans les exports usinage, d'exporter directement vers Rital Repanel Processing. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct avec le logiciel de chez Rital pour envoyer directement vers vos machines. Donc, vous pouvez vous connecter via, on va dire, le site de Rital avec votre machine, et ePlan vous permet de venir exporter un fichier au format AML directement dans votre au niveau de votre projet. Donc ça c'est une nouveauté qui peut être très intéressante à utiliser pour les personnes qui ont des machines à commande numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par les exports que vous aviez à l'époque, qui sont toujours là, hein, les exports BC, LC, vous avez maintenant la possibilité d'exporter directement via la fonction Repanel ici. Et donc, le plan, il va vous générer un fichier au format AML. Alors, si on a le temps un peu plus tard, je vous montrerai. Et donc, c'est ce qui vous permet d'aller directement exporter via ce format-là. Alors, nous sommes toujours dans la partie production.
Alors, on a un outil donc qui est toujours lié à Propanel, hein. On a un outil qui s'appelle, à l'époque, on avait le Smart Wiring, c'est un outil d'aide au câblage. Maintenant, on a un outil qui s'appelle Smart Production, alors qui va rassembler deux choses, Smart Mounting et Smart Wiring. Donc, j'ai la possibilité à partir d'Iplan de pouvoir venir exporter ici dans la partie équipement. Vous voyez ici, je peux exporter une ou plusieurs armoires vers Smart Production Collection. Donc ça, c'est vraiment un outil à part qui permet justement de pouvoir, on va dire c'est un outil d'aide au câblage, mais maintenant aussi d'aide au montage. Alors, si je vous montre un petit exemple assez rapide, donc si je vais ici, je le retrouve ici, donc ici, voilà comment se présente notre Smart Production. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de d'Iplan, on exporte un fichier avec l'extension EPDZ. Et donc là, je viens me connecter. Alors, je vais d'abord me connecter en administrateur pour vous montrer un peu le principe de la fonction. Donc ici, on se retrouve avec différents réglages, hein. Donc vous avez la possibilité de définir pas mal de réglages ici à ce niveau-là. Et donc ici, je vais pouvoir créer un ordre, on va dire ici. Vous voyez que je retrouve ici mon fameux fichier que j'ai exporté depuis mon projet. Je viens le sélectionner et je dis voilà, moi je vais créer un ordre de montage que je vais appeler Webinar 2023 par exemple. Et donc je le crée. Donc ici, vous voyez, il va me créer cet ordre par rapport à l'export que j'ai fait depuis mon projet. Donc c'est-à-dire que bien sûr, je peux faire plusieurs exports, puisqu'on a la possibilité de venir recharger certaines données. Et donc, on a cet outil qui s'appelle Smart Production, qui va être un outil d'aide à la fois de montage, donc des rails et des goulottes, des composants, et dedans, on y a aussi intégré Smart Wiring, donc qui est l'outil d'aide au câblage, qui est essentiellement utilisé par des tabletiers. Donc ici, à partir du moment où j'ai créé mon fameux ordre, si je reviens sur le standard ici, si je me connecte, vous voyez, je le retrouve là, donc Webinar 2023, et donc là, je peux l'ouvrir. Donc, au moment où je l'ouvre, donc le temps que ça se charge, je vais pouvoir retrouver, on va dire, les différents éléments que j'ai utilisés avec Iplan pour pouvoir faire le montage. Donc, vous voyez ici, on a le choix. Vous voyez, on a trois possibilités. Donc, je vais commencer par les rails et les goulottes. Ensuite, je vais faire les composants et les fils. Donc, si je vais sur rails et goulottes, donc je vois ici les armoires de mon projet. Donc, je vais prendre l'armoire A1, par exemple. Et donc, quand je l'ouvre ici, j'ai une vue, on va dire, graphique de mon armoire, vous voyez ici, et donc j'ai ici tous mes rails et mes goulottes. Alors bien sûr que je peux faire différents filtres, hein, c'est-à-dire que si je vais effacer le filtre ici, je vais lancer un filtre, je dis ben non, moi je vois par exemple que les goulottes, donc il m'affiche que les goulottes, et donc je vais pouvoir dire voilà, tiens, je vais monter cette goulotte-là. Vous voyez que lorsque je viens sélectionner cette ligne-là, je vois que je vois toutes les informations de la goulotte ici. Donc on voit également, on peut le visualiser, on peut bloquer cette goulotte-là au cas où on ferait une mise à jour de notre projet. On peut vérifier les cotations. Donc ici, vous voyez qu'on voit toutes les cotations de la goulotte. On peut également échanger avec la personne qui a fait l'implantation sous Propanel pour pouvoir échanger s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas. On peut afficher, alors on ne voit pas très bien ici, mais on peut afficher tous les perçages, hein. Vous voyez ici, vous voyez tous les plans de perçage. Et donc, vous avez la possibilité de dire, voilà, cette goulotte est montée, je passe au suivant, et ainsi de suite. Donc ici, voilà, je viens monter toutes mes goulottes au fur et à mesure. Alors, je peux bien sûr choisir une goulotte que je veux monter. Je dis, bah, plutôt, je vais aller monter celle-ci, et ainsi de suite. Mais vous avez cette possibilité-là de pouvoir gérer ça. Ensuite, bah, même chose pour les rails, hein. Donc, si je vais dans mes filtres, je peux dire, bah, tiens, je veux que les rails de montage. Et donc là, on a exactement le même principe. On voit ici si on a du perçage ou pas. On peut vérifier s'il y a des cotations et on peut décider de le monter ou pas, on va dire ici, je viens le visualiser, je dis bah tiens, celui-là il est monté, celui-là il n'est pas monté, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment Smart Production qui permet justement de pouvoir gérer à la fois les rails et les goulottes. Et ensuite, on peut basculer ici sur la partie composants. Je dis tiens, je vais faire le montage de mes composants. Vous voyez qu'ici, on voit notre implantation qui a été générée par Propanel. Et donc là, même principe, je vais pouvoir gérer les différents composants et définir, OK, ce composant, il a été monté. J'ai la possibilité de vérifier également toute la partie cotation. J'ai la possibilité également d'aller ouvrir le schéma où se trouve ce composant. Ouais, donc on peut visualiser quand même où se trouvait ce composant dans mon schéma. Et donc, au fur et à mesure, je peux monter, on va dire ici, mes différents composants dans mon armoire en venant le sélectionner et de voir ici qu'on a une progression. J'en ai monté 5 sur 789. Pareil, je peux échanger par des messages
avec justement différents interlocuteurs pour justement signaler un problème ou voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Je peux également bloquer un élément en cas de mise à jour. Donc, c'est-à-dire s'il y a une mise à jour qui va être faite, cet élément ne sera pas supprimé pour telle ou telle raison. Et donc, je peux envoyer un message à ce moment-là. On a la notion de filtre également. Donc, on peut filtrer ici où est-ce qu'on veut monter. Est-ce qu'on veut travailler sur la porte? Est-ce qu'on veut travailler sur les éléments? Sur quelle surface on veut travailler, hein. Si je dis, voilà, je veux travailler sur la porte, il va me sortir ici tous les composants qui se montent uniquement sur la porte et décider de les monter ou pas. Et donc, vous avez également cette possibilité avec le Smart Production de pouvoir gérer ça. Et ce qui est intégré dans Smart Production, vous avez la partie connexion, qui est la partie Smart Wiring. Donc, Smart Wiring qui existe toujours en produit à part, mais qui a été intégré dans Smart Production. Et on va retrouver ici la liste de tous nos fils. Donc ici, on retrouve ici la liste de toutes nos connexions ici, donc avec toutes les informations qu'on a pu intégrer dans le schéma et dans la 3D. Hein. Donc vous voyez ici, vous avez la partie COS, le type de fil, le numéro de fil, sa longueur, etc., etc. Et donc là, même chose, voilà, ce fil a été câblé. Si je ne câble que le tenant, on a un aspect graphique qui est complètement différent. Voilà, je n'ai câblé que le tenant. Si je câble tout, celui-ci a été câblé. Donc, on peut avoir différents suivis. On peut également vérifier le schéma électrique où se trouve, on va dire, cette connexion. Donc, vous voyez qu'il nous sort ici également la partie schéma. On peut également échanger éventuellement avec les personnes qui ont réalisé le schéma ou qui ont fait les implantations sur Propanel. Alors, on a cette partie impression où alors on peut imprimer. Alors, pour ma part, je pense que c'est un lien avec tout ce qui est Phoenix, Venmuller, etc. Et on a cette nouveauté-là, on va dire cette fonction-là, c'est un lien avec la machine de chez Rital qui s'appelle WT. Donc, on envoie automatiquement les informations de ce fil-là dans un fichier Excel. Alors, je vais vous montrer le fichier Excel. Donc, il crée un fichier Excel au format de la machine, puisque cette machine-là comprend, on va dire, des fichiers Excel pour pouvoir envoyer vers la machine directement. Ouais, juste, ouais, il y a des questions. Et avant d'aborder peut-être la partie cloud, s'il reste que quelques minutes, on a des questions sur la base de données SQL. Donc, si on est en 2.9, comment se passe la migration, d'une part? Alors, en version si vous êtes en 2.9, si vous ouvrez votre base de données tout de suite, c'est-à-dire que vous avez juste à paramétrer vos réglages SQL, Eplon il va vous mettre un message en disant attention, le format a changé. Donc, si vous ouvrez votre base article de 2.9 à 2022-2023, vous ne pourrez plus ouvrir cette base-là en version 2.9. C'est-à-dire que cette base aura basculé en SQL, on va dire en version 2022-2023, parce que, on va dire, il y a pas mal de fonctionnalités qui ont changé. Donc, le format de la base n'est plus du tout le même. Donc, vous pourrez travailler en 2022-2023. Par contre, cette base-là ne pourra pas être utilisée en 2.9. C'est pour ça qu'on dit aux clients, si vous voulez continuer à travailler avec la base 2.9 pour telle ou telle raison, il faut faire un export XML ou EDZ et reparamétrer une nouvelle base en 2022 ou 2023 pour éviter justement que cette base ne puisse plus être utilisée en version 2.9. Parce que le SQL a changé en version 2023 et il a même été verrouillé pour les personnes qui avaient l'habitude d'aller traiter leurs articles directement sur le SQL. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Donc, ça a été verrouillé à ce niveau-là. Donc, on ne pouvait plus aller directement modifier via le SQL en direct. Donc, la question complémentaire, c'est si on travaille avec la nouvelle version et on a un client qui travaille en 2.9, on est obligé de garder deux bases. On est obligé de garder deux bases si on veut utiliser la base article en 2.9, bien sûr. Normalement, le but, c'est de convertir les bases en nouvelle version, mais si on doit encore utiliser des articles, on veut encore nomenclaturer via la base article et qu'on veut utiliser la version 2.9, on est obligé d'avoir deux bases en parallèle. On n'a pas le choix. OK. Une question sur le modeler 3D. Est-ce qu'il permet maintenant le positionnement d'articles plus évolué que les simples points de montage sur la version 2.9? Je comprends pas bien la question. Il y a toujours le point de montage. Enfin, il n'y a pas eu de nouveauté à ce niveau-là. Au niveau du placement, on a toujours les mêmes fonctionnalités. On a les points de montage ou le placement standard. Il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. C'est-à-dire que la grosse nouveauté sur la 3D, c'est vraiment au niveau de l'ergonomie que ça a évolué. C'est-à-dire qu'on avait des éléments assez lourds
des macros assez lourds, c'était parfois saccadé, donc ça a été amélioré. Par contre, il n'y a pas eu de nouveauté sur les points de montage ou sur le placement. La question est précisée, est-ce qu'on peut faire des positionnements, par exemple, d'un plan avec un autre plan? Non, ça n'a pas été amélioré du tout. Okay. Non, il n'y a pas de nouveauté. Ok, comme il nous reste que peu de temps, on va peut-être passer sur la partie cloud rapidement. Ok, juste assez rapide pour répondre, parce qu'il y avait un client qui m'avait posé cette question-là, ce bouton-là, à quoi il servait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer, alors j'ai été un peu vite, on peut paramétrer le chemin où va se trouver ce fichier-là. Et donc, si je vais, par exemple, sur mon poste, juste pour vous montrer rapidement, c'est qu'ici, dans Smart Production, vous voyez, moi j'avais paramétré un fichier Wire Terminal, et donc ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé ce fichier-là, qui est un fichier qui est lisible par la machine de chez Rital, en fait. Donc, c'est ce bouton-là. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il nous a créé qu'une seule ligne correspondant, on va dire, au fil que j'ai sélectionné. Donc, ça, c'est pour envoyer directement vers la machine. Donc, c'est-à-dire que le fameux bouton qu'on avait ici nous permet de créer ce fameux fichier-là. C'est-à-dire que si je le refais pour une deuxième ligne, par exemple, vous voyez, il me le fait là. Si je retourne là, vous voyez, il m'a créé un deuxième fichier ici correspondant au deuxième fil. Donc voilà un peu pour expliquer cette partie-là. Donc voilà pour la partie Smart Production. Donc vous voyez qu'il intègre à la fois Smart Wiring et Smart Mounting, hein, qui permet, c'est vraiment des outils d'aide au montage. Alors c'est vraiment des outils d'aide au montage pour, on va dire, entre guillemets, des câbleurs non qualifiés, des gens qui ne savent pas câbler avec le schéma. Et donc, nous, on vous propose justement ces outils-là qui permettent justement de pouvoir vous permettre, on va dire, de pouvoir gérer vos montages à la fois des rails, goulottes, des composants et de la partie filerie avec ces outils-là. Alors, on va passer à la partie cloud. Alors, la première chose qu'il faut savoir avec les nouvelles versions 2022-2023, c'est que vous êtes obligé d'avoir un compte cloud. Donc ici, vous voyez par exemple ici, moi, je suis obligé d'être connecté sur le cloud pour pouvoir travailler en 2022-2023. Donc, c'est-à-dire que dès que vous démarrez en 2022-2023, il va vous demander votre compte e-cloud pour pouvoir travailler. Donc, c'est-à-dire que au départ, Euplan, il vous laisse pendant 10 jours, mais au bout de 10 jours, si vous n'avez pas de compte cloud, Euplan va se fermer, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, il faut avoir un compte cloud et il faut être associé à votre organisation officielle. C'est-à-dire que normalement, quand vous passez à la version 2022-2023, vous avez chez vous un administrateur qui doit, on va dire, créer votre organisation officielle. Logiquement, c'est votre nom de société. Donc, il crée, on va dire, qui est l'admin qui crée l'organisation officielle et qui va inviter les autres collaborateurs à cette organisation. Et donc, c'est impératif pour travailler avec la version 2022-2023 de se connecter sur le cloud. Sinon, vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas travailler à ce niveau-là. Donc, au niveau de la version cloud, de la partie cloud, alors, on a, on va dire, tous les outils. On a le ePlan Data Portal, hein, donc l'ePlan Data Portal qui est disponible, vous voyez ici, directement sur le cloud, mais également sur ePlan. Ici, on voit le ePlan Cloud. Donc, c'est-à-dire que le Data Portal, au jour d'aujourd'hui, même en version 2.9, n'existe plus que sur le cloud. Donc, vous avez ce format-là, hein, aujourd'hui, qui existe, donc qui est configuré de cette manière-là. Donc, ça a un peu changé, ça a un peu évolué, on va dire, c'est beaucoup plus web. Et donc, vous allez pouvoir utiliser le Data Portal directement via le ePlan Cloud. Mais on a d'autres outils, hein, comme ici le eManage, le eStock, etc. Donc, le eManage, qu'est-ce que c'est? C'est un outil alors qui est gratuit. Frédéric, tu pourras peut-être le préciser, mais je t'en prie, vas-y. Oui, il y a une version gratuite qui est livrée avec la version 2022-2023 et une version payante qui, elle, est accessible automatiquement à ceux qui passent en souscription. Ça, on avait fait un webinaire il y a un an là-dessus. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher de votre commercial pour voir ça. La version eManage permet effectivement, payante, permet notamment de sauvegarder, ce que va montrer Romaric, vos dernières versions, vos derniers projets 2022 ou 2023 dans une version antérieure, jusqu'à 4 versions derrière. Voilà. Alors, eManage vous permet par exemple de stocker un projet. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça met un peu de temps. Je peux prendre un projet, je peux le charger sur eManage. Vous voyez que j'en ai un certain nombre qui sont déjà là, hein. On a pas mal de projets sur le eManage. Et donc ici, quand je viens sélectionner un projet, alors on a plusieurs possibilités ici. Je peux même créer un répertoire et stocker ce projet dans le répertoire. Je peux l'effacer, je peux
Je peux l'ouvrir dans eView, je vais vous montrer un peu ce que c'est que eView. Je peux l'ouvrir dans la plateforme, je peux ouvrir mon projet et j'ai pas mal de, on a pas mal de fonctionnalités ici sur ce e-manage pour traiter. Donc, c'est-à-dire c'est un outil, on peut dire que c'est un outil de stockage de vos projets et plans sur le cloud e-plan pour vous permettre justement de pouvoir échanger vos projets avec d'autres personnes qui auraient plans et qui auraient accès à votre cloud. Alors, si je vais par exemple sur le cloud au niveau e-plan, si je démarre par exemple mon e-manage, vous voyez là, on le voit. Donc là, on considère que je ne suis pas sur e-plan. J'ai la possibilité ici, vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Par contre, justement sur la partie payante dont Frédéric parlait, vous avez la possibilité de dire, OK, j'ai un projet qui a été mis en version 2022, mais moi, je peux le télécharger en 2.9, 2.8, 2.7. Donc ça, c'est un avantage parce que justement, ce qu'on dit aujourd'hui des plans, c'est qu'à partir du moment où un projet a été ouvert en 2022, 2023, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Grâce à e-manage payant, cette partie payante, j'ai la possibilité de dire, OK, ce projet-là, un client me le demande en version 2.7, je le stocke sur e-manage et je peux le restaurer en version 2.7. D'accord. Donc, vous avez cette possibilité-là grâce à e-manage. Bien sûr, vous pouvez envoyer votre projet sur eView, par exemple, pour le visualiser. Donc, euh, eView, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, hein, c'est-à-dire que eView, bien sûr, qui se lie directement avec ePlan, hein, c'est-à-dire que j'ai la possibilité directement sur le cloud, pour une personne qui n'a pas ePlan, c'est-à-dire que je mets mon projet sur le cloud, et cette personne qui n'a pas ePlan, alors je vais en ouvrir un, peut visualiser un projet. Donc, je peux ouvrir un projet ici. Donc, je vois ici, au niveau de mes schémas, par exemple, si je vais sur une page de schéma, je peux visualiser donc un projet, je peux, vous voyez ici, changer de folio en utilisant tout ce qui est référence croisée. Et chose qui est très important, je peux y ajouter des commentaires. Donc, vous voyez ici, vous avez une série de commentaires que vous pouvez y ajouter. Et donc, la personne qui a eu plan, lorsqu'elle va ouvrir ce projet-là, elle va visualiser tous vos commentaires. Alors, je ne l'ai pas fait là parce que ça met un peu de temps pour se mettre sur le cloud. Mais l'idée, c'est de pouvoir échanger entre une personne qui a eu plan et une personne qui n'a pas eu plan, de pouvoir lui envoyer un projet pour vérification et la personne peut vous rajouter différents commentaires et visualiser vos éléments. On peut même visualiser toute la partie 3D. Hein. Vous voyez ici qu'on a une vue sur la partie 3D, donc je peux visualiser un projet 3D, je peux venir alors masquer certains éléments, etc., etc. Donc on a vraiment différentes possibilités ici. Au niveau de ce eView qui vous permet justement de pouvoir avoir une vue complète d'un projet et d'y ajouter des commentaires pour éventuellement échanger avec des personnes qui n'ont pas les plans. Bien sûr que lorsque vous allez échanger avec une personne qui n'a pas les plans, c'est vous qui décidez qui a accès à votre projet, donc via votre organisation ou via une nouvelle organisation que vous aurez créée. Puisque lorsque vous êtes dans le cloud, vous avez la possibilité, vous, de créer une organisation, une nouvelle organisation. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez, moi, je peux créer une nouvelle organisation, par exemple, pour un client donné, pour dire, voilà, pour ce client-là, je vais stocker tous ces projets sur cette organisation pour qu'il puisse les visualiser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant entre eManage et eView. Alors, il nous reste une fonction assez intéressante, c'est la nouveauté de la 2023, c'est eStock. Donc eStock, qu'est-ce que c'est? Le but de eStock. eStock vous permet de créer une base de données directement sur le cloud. Et lorsque vous êtes sur ePlan, lorsque vous êtes dans ePlan, vous avez la possibilité dans les réglages, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai la possibilité ici de dire, voilà, je ne veux pas travailler avec ma base, mais je vais travailler avec la base eStock. C'est-à-dire que je viens me connecter sur la base qui est sur le cloud. Et donc, l'avantage de ça, qu'est-ce que c'est pour les personnes aujourd'hui, par exemple, qui travaillent beaucoup en home office, on peut se dire, au lieu de travailler avec une base de données qui est sur notre poste et de devoir faire des exports EDZ à chaque fois parce que via le VPN, c'est trop long, on se dit non, 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 non. On a une base globale qui est sur le cloud. On se connecte sur le cloud. Vous voyez que là, Eplon me dit, voilà, maintenant, je vais travailler avec la base eStock et vous voyez qu'à partir d'ePlan, je ne peux pas créer d'articles. Vous voyez, ici, là, si jamais je fais clic droit nouveau, c'est impossible. Les articles ne peuvent être créés que sur le cloud, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir votre base de données qui va être stockée sur le cloud avec toutes les infos, les macros, les images et tout ce que vous voulez. Et donc, dans ePlan, on se connecte sur ce cloud-là. Et donc, vous allez pouvoir travailler directement via cette base de données qui est sur le cloud et non via du VPN. Là, vraiment, c'est une connexion Internet. Hein. Bon, j'ai eu un petit souci malheureusement, mais vous allez pouvoir travailler avec cette base de données qui est directement sur le cloud et qui va justement éviter ces problèmes
problèmes de lenteur via un VPN ou de devoir faire des imports-exports entre votre bureau et l'endroit où vous êtes. Et autre point qui peut être intéressant avec la fonction e-stock, c'est que vous êtes un donneur d'ordre, vous avez différents sous-traitants et vous voulez que vos sous-traitants utilisent votre base de données. Donc, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On exportait la base, on la donnait aux sous-traitants. Aujourd'hui, grâce à e-stock, vous allez pouvoir créer votre base de données sur le cloud et dire aux sous-traitants, OK, tu te connectes sur ma base de données, en sachant que lui ne peut pas ajouter d'articles sur le stock, sur e-stock, puisque c'est vous qui êtes maître de cette base. Donc, lui ne peut que utiliser cette base de données. Il ne peut pas créer d'articles sur e-stock parce que c'est vous qui décidez qui est maître ou pas sur e-stock. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir rajouter des nouveaux articles. Je peux même via e-plan, charger des articles sur e-stock. Vous voyez, je vous montre un exemple ici. Si je vais dans les réglages et que je reviens sur ma base de données ici, donc je reviens sur ma base standard, je vais aller sélectionner un ou plusieurs articles. Hein. Si je vais dans électrotechnique, pièces détachées, j'en prends au hasard. Hein. Je vais aller ici, hop. Allez, on va les prendre, peu importe celui-là, clic droit. Vous voyez ici, on a la fonction chargé dans e-stock. C'est-à-dire que c'est moi qui vais enrichir e-stock via ma base article ou directement sur le cloud, je peux créer des nouveaux articles. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et donc, vous allez enrichir votre base e-stock avec toutes les données, macros, images et tout ce qui va bien. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir uniquement travailler avec cette base de données qui est sur le cloud et non la base de données qui est sur votre poste directement. Donc, voilà un peu le but de e-stock. Un peu l'idée de cette fonction. Donc, c'est une fonction qui est très intéressante. Qui est gratuite hein, aujourd'hui, donc vous pouvez l'utiliser directement sur vos postes, justement pour pouvoir vous permettre de dire voilà, je peux avoir une base de données sur le cloud et au lieu de faire des exports EDZ pour échanger ou éventuellement lorsque je travaille en télétravail, puisqu'on remarque qu'on a beaucoup de clients qui travaillent en télétravail et qui nous remontent tout le temps les mêmes problèmes de lenteur via le VPN ou de devoir faire des exports via EDZ. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution pour pouvoir justement se connecter sur cette base de données cloud qui vous permet de créer des nouveaux articles. Et on va finir sur une dernière question. Est-ce que c'est le créateur de la base de données e-stock qui peut l'enrichir ou c'est d'autres personnes? Enfin, le créateur, oui, c'est celui qui est maître qui est maître, c'est-à-dire que quand vous êtes, j'ai été dans la gestion des utilisateurs, c'est vous qui décidez, vous voyez ici, on a e-stock ici, et donc vous décidez Qui est admin de votre statut, on va dire. Vous voyez, donc le designer ne peut pas créer. Le user, il peut créer, il peut faire ce qu'il veut. Par contre, celui qui est designer sur e-stock, il ne peut pas créer, il peut juste utiliser e-stock. Donc, à partir du moment où on a un utilisateur et uniquement designer, lui ne peut que utiliser e-stock. Par contre, celui qui est user, il peut créer, il peut rajouter dans le e-stock. Un peu pour les nouveautés, alors on a mélangé un peu 2022-2023 pour vous montrer justement cette nouvelle interface. Donc, ça veut dire que la grosse nouveauté, bien sûr, c'est l'interface. Vous avez pu remarquer que l'interface a complètement changé entre e-plan 2.9, voire avant, et e-plan 2022. Donc, au départ, bien sûr, c'est pas évident de se familiariser, mais on vous conseille de basculer le plus rapidement possible parce que dans les prochaines versions qui vont arriver d'e-plan, on n'aura plus que cette interface-là, c'est-à-dire sous forme de ruban avec ses menus. Et donc, toutes les nouveautés qui vont arriver au fur et à mesure seront par rapport à cette interface-là. Donc, on vous conseille de basculer le plus rapidement possible. Et vous avez la possibilité, je pense que Frédéric va vous le préciser, via notre site internet, de pouvoir justement aller générer votre EID pour la version 2023 maintenant, qui est la dernière, et justement de pouvoir générer aussi pour vous connecter sur le cloud avec votre organisation. Parce qu'en fait, il faut utiliser l'organisation officielle de votre société pour vous connecter sur la version 2023, 2023 on dirait, puisque on est passé à la 2023 Update 2, donc c'est la mise à jour, le hotfix 2, on va dire. Et donc, comme l'a dit Frédéric, il y a la version 2024 qui risque d'arriver en septembre, voire fin d'été. On revient juste, on va terminer là-dessus. Donc, déjà, je tiens à vous remercier pour votre participation. Juste sur e-plan, sur le cloud. Si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez revenir vers nous pour nous poser plus de questions et en savoir plus. Non, reviens juste sur le cloud, e-plan cloud. Ah, pardon, sur Ipsy. Voilà. Et
Je voulais vous préciser que vous allez aussi retrouver dans ce cloud un certain nombre d'informations, notamment du e-learning qu'on a mis en place avec justement des fonctions, alors du e-learning qui est gratuit et d'autres fonctions qui sont payantes en fonction de ce que vous avez besoin. Et puis bien sûr, nous sommes là pour vous accompagner à migrer ou à vous perfectionner sur ePlan, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On propose des formations pour mettre à jour sur les dernières versions. Et aussi, on propose d'analyser vos besoins pour vous aider à progresser sur l'utilisation de nos outils. Voilà, donc il me reste à vous remercier pour votre participation. Eh bien, merci pour votre participation, à très bientôt. Merci à tous et puis à bientôt.